pétrole, pouvoir, trahison. Voilà, en 3 mots, l'histoire qu'on va décortiquer aujourd'hui. L'histoire de comment les États-Unis et le Venezuela, qui étaient autrefois, tenez-vous bien, les meilleurs amis du continent, sont maintenant au bord de la guerre. Et tout ça à cause de l'or noir. Alors comment on en est arrivé là? Comment on est passé de l'amitié à un blocus naval total? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, imaginez un peu le truc. On est le 16 décembre 2025 et soudain, ce message, il tombe. C'est choc. Et attention, ce n'est pas juste une petite provocation sur les réseaux. Non, non. C'est une véritable déclaration de guerre économique. Le genre de déclaration qui va mettre le feu aux poudres et déclencher une confrontation, sans précédent en Amérique du Sud. Forcément, une accusation pareille, ça pose des questions. Des grosses questions. Est-ce que le Venezuela a vraiment volé les États-Unis? Est-ce qu'ils sont, comme on le dit, des voleurs? Ou alors, est-ce qu'il y a une autre version de l'histoire? Une histoire beaucoup plus complexe qui s'est jouée sur des décennies. Pour vraiment comprendre la crise actuelle, on n'a pas le choix, il faut remonter le temps. Alors, commençons par le commencement, ou plutôt par la fin, la situation de crise de 2025. C'est la première partie, le siège américain du Venezuela. Et là, attention, on ne parle pas de petites sanctions économiques discrètes. Non, on parle de la plus grande flotte navale jamais vue en Amérique du Sud, mobilisée par les États-Unis. Des navires de guerre qui forment un véritable cercle d'acier autour du pays et qui interceptent tous les pétroliers. Imaginez, pour un pays dont l'économie dépend presque entièrement du pétrole, c'est ni plus ni moins qu'un étranglement pur et simple. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que cette situation, cette hostilité, c'est assez récent. Pour le comprendre, il faut vraiment faire un bond dans le passé. Deuxième partie, de meilleurs amis à ennemis. Écoutez bien cette phrase, parce qu'elle paraît complètement surréaliste aujourd'hui. En 1963, c'est John F. Kennedy lui-même qui disait ça du président vénézuélien, le meilleur ami des États-Unis. C'était l'âge d'or, une alliance en béton, un vrai partenariat stratégique en pleine guerre froide. Et cette amitié, ce n'était pas juste des belles paroles. Pas du tout. En 1958, par exemple, le vice-président Nixon se fait attaquer par une foule à Caracas. Réaction immédiate des États-Unis, ils envoient 1 millier de soldats pour le sortir de là. Et puis en 1973, Washington va même jusqu'à vendre des avions de chasse ultramodernes au Venezuela. Le but officiel, lutter contre l'influence communiste. Le but un peu moins officiel, sécuriser les champs pétroliers, qui étaient bien sûr exploités par des compagnies américaines. Le contraste est juste dingue. Regardez-moi ça. On passe de partenaire stratégique à un blocus naval, de contrats d'armement à la saisie d'actifs, de liens économiques en béton à des accusations de vol. C'est un virage à 180 degrés. Alors la question c'est comment? Comment est-ce que tout a basculé? Le premier gros tournant, il arrive dans les années 70. On entre dans la 3e partie, le moment clé, où le Venezuela décide de nationaliser son pétrole. C'est un moment vraiment historique. Il faut s'imaginer. Pendant plus de 50 ans, ce sont les compagnies étrangères qui faisaient la loi. Et là, en 1976, le gouvernement vénézuélien tape du poing sur la table. Il dit « stop ». Il signe une loi pour nationaliser son industrie pétrolière. L'idée, elle est simple, mais elle est révolutionnaire pour l'époque. Que l'argent du pétrole revienne enfin au peuple vénézuélien, pas juste à des actionnaires à l'autre bout du monde. Et pour bien saisir pourquoi cette décision a mis le feu aux poudres, il suffit de regarder ce graphique. C'est simple. Avant 1976, les compagnies américaines contrôlaient 70% de la production de pétrole au Venezuela. Je répète, 70%, c'est énorme. Alors forcément, même si la nationalisation s'est faite avec des compensations financières, à Washington, ça a été perçu comme une véritable attaque. Mais cette nationalisation, en fait, ce n'était que l'apéritif. Le vrai plat de résistance, le point de rupture total, il arrive bien plus tard. Avec l'arrivée au pouvoir d'un seul homme. 4e partie, la révolution d'Hugo Chavez. Et pour comprendre ce qui a motivé Chavez, il faut regarder ce tableau. C'est très parlant. Juste après la nationalisation, l'État vénézuélien récupérait plus de 70% des revenus. Logique. Mais regardez ce qui se passe dans les années 90. La tendance s'inverse complètement. C'est la compagnie nationale PDVSA qui garde presque les 2/3 du gâteau sous prétexte de coûts et de réinvestissement. Pour Chavez, c'est limpide. Pour lui, c'est tout simplement une élite corrompue qui est en train de piller les richesses du pays. Sa réaction ne s'est pas fait attendre et elle a été radicale. En 2001, il sort une nouvelle loi sur les hydrocarbures. En gros, c'est une reprise en main totale. Premièrement, il réaffirme que tout le pétrole sous terre appartient à 100% à l'État. Deuxièmement, seul l'État a le droit de l'extraire
Et troisièmement, et c'est le plus important, il change complètement la façon de collecter l'argent. Fini les impôts sur les bénéfices, un système où les compagnies pouvaient gonfler leurs coûts. Maintenant, c'est une redevance directe sur chaque baril qui sort de terre. C'est beaucoup plus direct et beaucoup moins négociable. Évidemment, une loi pareille, ça a provoqué un véritable séisme politique. L'opposition est descendue dans la rue, et en 2002, c'est le drame, un coup d'État militaire. Chavez est renversé. Mais, coup de théâtre, 47 heures plus tard, il est de retour au pouvoir, porté par ses partisans. Mais le détail qui change tout, c'est ce qu'on a appris plus tard grâce à des documents déclassifiés. La CIA était au courant du complot. Et elle n'a rien dit. Pour Chavez, c'est la preuve ultime de la trahison américaine. Ça va installer une méfiance qui ne le quittera plus jamais. Chavez a donc survécu à un coup d'État. Il revient au pouvoir et il est plus déterminé que jamais. Sa nouvelle cible, les géants pétroliers eux-mêmes. 5e partie, la confrontation. Là, le gouvernement vénézuélien pose un ultimatum. Il dit aux compagnies étrangères, soit vous acceptez de devenir des partenaires minoritaires avec l'État en majorité, soit c'est la porte. La plupart des compagnies ont plié, mais pas toutes. 2 géants américains, ExxonMobil et ConocoPhillips, ont dit non. La réponse du Venezuela a été immédiate, saisie de tous leurs actifs. Et c'est là que le combat quitte le terrain politique pour le terrain juridique. Une véritable guerre mondiale devant les tribunaux. Et ExxonMobil, en particulier, a décidé de frapper très très fort. Ils ont traîné le Venezuela devant un tribunal d'arbitrage international et ils n'ont pas fait dans la dentelle. Le montant qu'ils réclamaient, accrochez-vous bien, 10 milliards de dollars. 10 milliards. C'est une somme folle. Mais le verdict final a été une douche froide pour Exxon. Le tribunal a jugé que leur demande était, disons, un peu exagérée. Au final, au lieu des 10 milliards espérés, le Venezuela était condamné à payer seulement 908 millions de dollars. C'est moins de 10% de ce qu'Exxon voulait. Pour le Venezuela, c'était une victoire immense. Et toute cette histoire nous ramène à notre point de départ. On est de retour en 2025 face à ce blocus naval. Et on en revient à la question initiale, est-ce que le Venezuela a vraiment volé les États-Unis? On va voir ça dans notre dernière partie, le coût humain du blocus. Eh bien, si on se base sur l'analyse des faits, la conclusion est assez claire. L'accusation de vol ne tient pas vraiment la route. Le Venezuela n'a rien fait d'autre qu'exercer son droit souverain, le droit de n'importe quel pays de contrôler ses propres ressources naturelles. Le conflit n'est donc pas une histoire de crime, mais bien une lutte de pouvoir acharné pour le contrôle de l'or noir. Parce que, au-delà de toute la géopolitique, des milliards de dollars et des batailles juridiques, il y a le coût humain. Et il est terrible. Un blocus total, ça veut dire des rayons de supermarchés vides, des enfants qui souffrent de malnutrition, des hôpitaux sans médicaments, des gens qui en sont réduits à chercher de la nourriture dans les poubelles. Un blocus comme ça ne punit pas qu'un gouvernement, ça affame un peuple entier, ça prépare le terrain à une crise humanitaire catastrophique. Et cette citation de l'analyste Michel Elner le résume parfaitement. Empêcher un pays d'exporter du pétrole, c'est préparer le terrain pour un état de privation collective. C'est exactement ça, c'est transformer l'économie en arme. Et quand on fait ça, ce ne sont pas les dirigeants qui trinquent en premier, ce sont des millions de civils qui sont punis collectivement pour des raisons purement politiques. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question ouverte. Combien de temps le Venezuela peut-il tenir face à ce blocus ? Est-ce que cette pression immense va finir par faire craquer le pays de l'intérieur et pousser le peuple à se retourner contre son propre gouvernement, comme l'espèrent sans doute ceux qui ont mis en place ce blocus, ou est-ce que, au contraire, ça va avoir l'effet inverse et souder la population contre ce qui est perçu comme une agression extérieure ? Une chose est sûre, cette bataille pour l'or noir, elle est très très loin d'être terminée.